Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 12 octobre en Guinée. Plus de peur que de mal dans le pays, où malgré les heurts rencontrés vendredi dernier en prélude aux élections présidentielles, les votes se sont finalement déroulés hier dimanche plutôt dans le calme. Les bureaux de vote ont fermé cette nuit après une journée durant laquelle les Guinéens se sont rendus très nombreux aux urnes pour désigner leur président. Le reportage est signé de notre envoyé spécial à Conakry, Aristide Yengue. C'est dans le calme et la sérénité que près de 6 millions d'électeurs sont allés aux urnes ce dimanche 11 octobre pour élire le futur président de la République de Guinée. Le président sortant, le professeur Alpha Condé, n'a pas dérogé à cette règle et en a profité pour interpeller les uns et les autres sur la nécessité de préserver la paix. Je lance un appel à tous les Guinéens pour qu'ils remplissent leur devoir civique, c'est-à-dire qu'ils votent tranquillement dans l'appel à la tranquillité et qu'ils attendent des résultats, qu'ils évitent surtout toute provocation, parce que la Guinée a besoin de paix, de solidarité et d'unité. Après l'épaule de Boula, la Guinée a vraiment besoin de se rassembler, de s'unir afin de reprendre sa marche en avant. C'est avec beaucoup de joie que certains Guinéens se sont rendus dans leur bureau de vote pour accomplir leur devoir civique. C'est à 6 heures, je suis sorti chez moi pour venir ici voter. Bon, je me sens normal, je me sens bien, très bien. Je souhaite que l'élection passe bien et puis les Guinéens se comprennent, on s'associe pour l'avancement du pays. Et c'est bon comme ça. En tout cas, ça s'est très bien passé. Je me suis libéré de mon devoir civique. J'ai voté pour mon candidat. Et vive la République. 7 autres candidats sont en lice pour la course au fauteuil présidentiel de cette année 2015. Parmi les observateurs africains mais aussi internationaux qui sont présents en Guinée, il y a la délégation de l'Union européenne. L'un de ces observateurs nous décrit les conditions de vote plutôt favorables de ce premier tour. Nous avons d'abord observé, parce que c'est une information qui est confirmée par toutes nos équipes à travers le pays, une grande mobilisation des électeurs guinéens pour ce vote, ce qui est un constat excessivement positif, surtout comme cela semble se passer généralement dans le calme et la sérénité et la tranquillité. Après les accès de campagne qu'on a connus par endroits, je trouve cela très rassurant et ça prouve également la maturité des Guinéens par rapport à une élection importante pour l'avenir de leur pays. Il y a eu des manques de matériel, il y a eu des ouvertures tardives de bureaux, il y a eu toutes sortes de hicks mineurs qui pourront cependant tous être redressés, qui sont en train d'être redressés d'après ce que je comprends, de façon à ce que globalement, jusque-là, nous avons l'impression d'assister à une élection qui vaut son nom. Et alors que les électeurs se sont rendus en masse aux urnes pour voter, certains bureaux n'étaient effectivement pas encore opérationnels pour les accueillir en début de matinée. Pour pallier ce manque, des responsables de bureaux de vote ont fait preuve d'ingéniosité. C'est le cas par exemple dans ce quartier de la capitale de Conakry où un bus désaffecté a fait office de bureau de vote hier. Le système D au service de la démocratie donc en quelque sorte. Et le responsable de ce bureau de vote nous explique les petits couacs qui l'ont conduit à avoir cette idée de transformer un bus en bureau de vote. Normalement, on devrait ouvrir le bureau à partir de 7 heures. Mais c'est presque, je peux dire, à 9 heures qu'on a pu ouvrir le bureau. On était confronté au problème non seulement de bulletins, mais aussi d'enveloppes. Et moi, j'ai fait le tour presque du secteur pour trouver l'enveloppe et enfin le bulletin. Mais c'est vers 10 heures maintenant qu'on a pu obtenir les enveloppes, en tout cas en quantité suffisante, et les bulletins. Le directeur de l'école, mais ce dernier, on ne sait pas, on nous a dit, le matin quand on est venu, on dit que ce monsieur n'a pas été informé. Et toutes les salles étaient fermées. Donc puisque les électeurs s'étaient mobilisés, on était obligé de s'arranger et puis finalement on est venu trouver ce bus. On a arrangé et a adapté comme un bureau de vote. Autre scrutin présidentiel, celui à venir le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire.
C'est à Gagnoa qu'a été lancée la campagne présidentielle de l'un des deux principaux partis d'opposition, le Front populaire ivoirien. La ville de naissance de l'ancien président Laurent Gbagbo, fondateur du FPI et aujourd'hui incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas, a accueilli le démarrage de la campagne du président actuel du parti, Pascal Affi-N'Guessan. Dans son discours, M. Affi-N'Guessan a promis une paix définitive. De l'autre côté, le président ivoirien sortant, Alassane Ouattara, a quant à lui ouvert sa campagne vendredi à Yamoussoukro. Son souhait, consolider la paix et faire oublier une décennie de crise. Et voici quelques extraits du discours tenu samedi devant ses sympathisants par le candidat pro Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan. Chef de l'État de Côte d'Ivoire, j'aurai les moyens politiques, les moyens diplomatiques, les moyens institutionnels pour faire en sorte que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés. La libération de tous ceux qui sont en prison actuellement ira de soi dès le 25 octobre. Si nous sommes proclamés président de la République de Côte d'Ivoire, sachez que Simone Gbagbo et tous les camarades qui sont en prison à l'heure actuelle sont de facto libres. Si tu ne vas pas voter, c'est que tu veux que Ouattara soit au pouvoir. Si tu ne veux pas que Ouattara soit au pouvoir, va voter. Ce n'est pas un fait qui est important. Aujourd'hui, l'élection qui arrive là, la question c'est de savoir est-ce que tu veux que Ouattara parte ou bien tu veux que Ouattara reste. Si tu veux qu'il parte, il y a une seule chose à faire, va voter Affi. En Afrique centrale, la capitale congolaise Brazzaville a vu défiler samedi après-midi une large foule de partisans du président Denis Sassou Nguesso. But de la mobilisation, dire oui au projet de la nouvelle constitution qui permettrait au chef d'État de briguer un troisième mandat en 2016. Ce référendum controversé, notamment par la France et les États-Unis, est convoqué pour le 25 octobre. Samedi, la foule compacte qui était rassemblée sur le boulevard des Armées a bravé la pluie des premières heures pour scander des oui au changement de constitution ou encore des Sassou oui en réponse aux Sassoufi des manifestants contre le référendum qui avaient eux protesté au même endroit le 27 septembre dernier. Rappelons que la constitution actuelle interdit à double titre au président Sassou Nguesso de se présenter à la présidentielle de mi-2016. Elle limite en effet à 2 le nombre de mandats que peut exercer un chef de l'État et à 70 ans son âge maximum pour être candidat. Le président congolais âgé de 72 ans a déjà dirigé le pays à 2 reprises. Au nord du continent, 289 migrants qui s'apprêtaient à traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe ont été arrêtés en Libye samedi. À Tadjoura, près de la capitale Tripoli, une aide alimentaire leur a été remise. D'après un porte-parole de l'organisme libyen de lutte contre l'immigration clandestine, ces migrants, dont plus d'une centaine sont sénégalais, ont été conduits ensuite vers un centre de détention dans le centre de la capitale Tripoli. Selon un bilan du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ce sont près de 515 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année et environ 3 000 d'entre eux sont morts ou sont portés disparus avant d'atteindre la porte de l'Europe. À l'international, la Turquie a été frappée samedi par la plus meurtrière attaque jamais commise sur son sol. Le dernier bilan de ce double attentat suicide commis à Ankara fait état d'au moins 97 morts. C'est à 10h04 locale que ces sympathisants de la cause kurde sont décédés suite à l'explosion devant la gare centrale de la capitale turque de 2 bombes. Venues de tout le pays, ces personnes étaient rassemblées à l'appel d'un collectif de syndicats, mais aussi d'organisations non gouvernementales et de partis politiques de gauche pour défiler pour la paix. Alors, outre les civils très jeunes ou très âgés, des politiciens candidats aux élections législatives anticipées du 1er novembre ont également perdu la vie. C'est le cas de plusieurs candidats du principal parti pro-kurde de Turquie, le Parti républicain des peuples, qui a perdu 11 des membres de son mouvement des jeunes de la ville de Malatya. Rendu public dimanche soir, le dernier bilan émane des services du Premier ministre Ahmet Davutoglu. Pour ce dernier qui s'est exprimé depuis Ankara, le double attentat suicide de samedi vise clairement la démocratie en Turquie. De son côté, le dirigeant du principal parti d'opposition turc, le CHP, a annoncé samedi depuis Istanbul des détails sur l'identité des kamikazes. Écoutez. Nous avons des détails et j'espère que vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de les divulguer. On m'a dit que ce sont 2 kamikazes, 2 hommes. Peut-être que dans les jours prochains, soit la police, soit une autre instance vous divulguera les détails.
Avec cette attaque, la réputation de notre pays, la paix et la stabilité ont été directement visées. En fait, cette attaque est une attaque envers notre démocratie parce que nous nous dirigeons vers de nouvelles élections et nous nous préparons à demander à notre nation quelle est sa volonté. Un tel attentat vise directement notre démocratie ainsi que nos droits et notre liberté. Hier dimanche, des milliers de personnes ont manifesté contre ce double attentat suicide à la fois à Ankara mais aussi à Istanbul ou encore à Paris. À majorité kurde, ces personnes ont dénoncé ce qui est selon eux la responsabilité du gouvernement du Premier ministre Ahmet Davutoglu et ce qu'ils qualifient de politique de guerre du régime turc. Terminons ce flash information avec un mot de basketball à présent. Un match de pré-saison de la NBA s'est déroulé hier en Chine. Opposant les Hornets de Charlotte, l'équipe de Michael Jordan, aux Clippers de Los Angeles, l'ajout a eu lieu à Shenzhen. Alors pour séduire ce public chinois, la Ligue nord-américaine de basketball a notamment misé sur la popularité de l'un de ses joueurs, Jeremy Lin, le meneur des Hornets, un joueur d'origine sino-taïwanaise. La foule est venue en masse, comme vous le voyez, dans l'arène Universiade de Shenzhen. Michael Jordan a salué la foule en compagnie de Patrick Ewing pour soutenir notamment l'arrière, J.J. Redick. Doc Rivers, lui, est venu soutenir ses Clippers et son joueur, donc Jeremy Lin. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 12 octobre 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.